Au XVIIIe siècle, il y a cette idéologie maçonnique et ces réseaux maçonniques qui se développent. Et ces réseaux vont prendre une puissance particulière dans de nombreux pays européens, y compris même en Russie, et ça jouera un rôle dans la révolution bolchevique un peu plus tard, mais surtout en Angleterre, car c'est la Grande Loge d'Angleterre qui va jouer un rôle essentiel, jusqu'au plus haut niveau en Angleterre. Et ensuite, ces réseaux vont se développer en Amérique. D'abord, l'Amérique, ce sont des colonies distinctes. Avant qu'il y ait des États fédérés, il y a des colonies. Ce sont des courants qui sont des courants en fait puritains, qui s'opposent aux anglicans au XVIIe siècle, à l'absolutisme monarchique anglais, qui vont fonder des colonies avec un idéal, c'est ce qu'on a appelé les protestants du protestantisme, qui sont radicalisés. C'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve des différences très importantes entre les différents États américains. Mais qu'est-ce qui va faire l'unité d'ailleurs ensuite encouragée par la maçonnerie anglaise qui cherche à reprendre le contrôle contre les insurgés américains. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est effectivement la maçonnerie. Il y a dans les sources américaines à la fois le messianisme biblique des protestants du protestantisme, d'où l'évangélisme, et il y a la dimension de la religion civile, les institutions américaines, la Constitution américaine, les principaux textes constitutionnels des États-Unis sont des textes rédigés par des francs-maçons. Le fait que Washington est une ville complètement maçonnique dans ses plans, etc. Enfin, tout ça, toutes ces données sont des données parfaitement réelles, historiques. Donc, les États-Unis finalement sont le principal instrument de l'extension du projet maçonnique. Le mondialisme n'est pas une idéologie d'origine américaine, mais l'expression contemporaine du mondialisme est effectivement essentiellement américaine. Parce que l'Amérique a des fondations maçonniques très importantes, et ces fondations sont l'explication de la politique étrangère américaine. La politique étrangère américaine vise à la transformation du monde, à l'Amérique monde. Ça n'est pas seulement une politique qui vise à l'optimisation des intérêts temporels, et notamment sur le plan du pétrole ou différents intérêts stratégiques. C'est au-delà une politique étrangère qui est révolutionnaire dans le sens où elle vise à la transformation du monde à l'image de l'Amérique, c'est-à-dire à l'image de la société pensée par les pères fondateurs de l'Amérique et conçue par ces pères fondateurs comme une sorte de fin de l'histoire, comme une société idéale aboutie vers laquelle devraient tendre toutes les autres sociétés nationales, toutes les autres nations du monde. Les réseaux mondialistes sont principalement anglo-saxons, mais ils ne sont pas qu'anglo-saxons. Et il y a des gens qui participent, qui ont cet idéal et qui ne sont pas anglo-saxons. Mais comme l'Amérique est le principal moteur de puissance temporelle aujourd'hui de la maçonnerie, eh bien logiquement les réseaux sont principalement transatlantiques. Donc c'est en cela qu'on peut dire aujourd'hui que le mondialisme est essentiellement américain, parce que les États-Unis d'Amérique sont la principale puissance économique et militaire, la moitié à elle seule du budget militaire mondial, et que en tant que principal moteur de puissance du mondialisme, eh bien ça se voit, l'action de l'Amérique se voit et elle favorise l'extension de cette idéologie par les différents canaux. Mais il faut garder à l'esprit que c'est pas l'Amérique qui a créé le mondialisme, c'est le mondialisme qui a créé l'Amérique, et le mondialisme qui continue en s'appuyant sur des moteurs de puissance à s'étendre. L'idée en général, à mon sens, de coopération régionale interétatique, d'établir des coopérations entre des États souverains, n'est pas nécessairement une mauvaise idée. Lorsque les États d'Asie du Sud-Est font l'ASEAN, l'Organisation des Nations du Sud-Est asiatique, et insiste à dessein sur le mot nation, c'est de manière à accroître la puissance économique, la richesse de chacun, et de trouver aussi des solutions pour éviter de tomber dans la guerre lorsqu'il y a des contentieux frontaliers. C'est pas en soi quelque chose de mauvais, c'est le dialogue entre les hommes, entre les sociétés, etc. Et il n'y a à aucun moment dans ce type d'organisation, c'est-à-dire la majorité des organisations régionales, macro-régionales du monde, à l'exception de l'Union européenne, je vais y revenir,
mais la majorité des organisations macro-régionales du monde visent à conserver et renforcer le fait national. Elles ne sont pas bâties sur l'affaiblissement ou l'anéantissement du fait national. Elles sont bâties sur la prise en compte de la réalité nationale et sur la recherche de synergie entre les nations. L'Union européenne, il y a essentiellement deux sources qui ont contribué à bâtir la construction européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui. D'une manière générale, j'oppose Schuman et Monnet. Schuman, ce serait l'idée un peu de l'Europe puissance avec le moteur franco-allemand, une sorte d'Europe européenne, mais fondée sur cette idée d'un pouvoir fédéral fort et sur le dépassement des nations françaises, allemandes et d'autres nations. Et puis, Jean Monnet, c'est l'Europe extension des États-Unis. Jean Monnet était, n'oublions pas, était français, mais il était également citoyen américain et banquier américain. Et il concevait la construction européenne comme la fin des nations et le décloisonnement des sociétés nationales ouest-européennes pour établir un grand marché unifié avec les États-Unis et pour donc établir un marché transatlantique. Et c'est l'Europe que nous connaissons aujourd'hui. L'Europe d'aujourd'hui, la construction européenne d'aujourd'hui, c'est essentiellement la construction transatlantique. C'est la composante européenne d'une vaste construction transatlantique qui elle-même n'est qu'un palier intermédiaire en direction de l'objectif final des Américains, ou en tout cas de leur élite, imprégnée par l'idéologie des pères fondateurs, c'est-à-dire l'Amérique monde. La transformation du monde à l'image de l'Amérique. L'Europe, finalement, ce n'est qu'un projet de gouvernement mondial en soi. C'est juste une restriction géographique pour l'instant, mais un projet qui est mondial. Donc, la construction européenne a deux sources essentiellement. Finalement, on vend au peuple, on les fait voter sur la source Schuman en leur disant, vous voyez, on va dépasser ces petites nations et on va aller vers une Europe puissance forte. C'est évidemment pas ce qui se passe. La réalité, c'est le projet de Jean Monnet qui progresse, c'est-à-dire l'Europe prolongement des États-Unis, composante d'un grand marché transatlantique. Donc, de toute façon, les partisans de cette Europe puissance fédérale devraient se rendre compte que ce n'est même pas ce qui se passe. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une construction européenne composante du bloc transatlantique. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'OTAN avance, la raison pour laquelle la France revient dans le commandement intégré de l'OTAN, etc. C'est le projet transatlantique, c'est-à-dire le projet américain, c'est-à-dire le projet mondialiste dont l'Amérique est l'expression qui progresse. Alors, sur la crise, d'abord, moi je précise, c'est quand même, il faut rester très humble sur l'analyse de la crise parce que déjà, je ne suis pas économiste. Ensuite, les économistes eux-mêmes sont pas d'accord pour savoir comment véritablement analyser cette crise. C'est très difficile de percer la pensée des mondialistes. Ce qui est certain, c'est que la crise résulte essentiellement de produits financiers ou d'actes financiers qui ont été pensés pour l'essentiel par des gens qui appartiennent à cette élite entre guillemets mondialiste. Alors, est-ce que la crise résulte finalement d'un appétit trop rapide et trop important de ces élites, d'une rapacité telle qu'ils ont été très vite et ils ont cassé leur propre ou abîmé leur propre projet, ou est-ce que ce serait un peu encore plus complotiste que de dire ça, mais est-ce que certains d'entre eux ne jouent pas non plus l'ébranlement de l'édifice mondial pour à chaque fois marquer des points supplémentaires et tenter au final d'accélérer leur projet? On peut analyser finalement les discours de réponse à la crise de deux manières. On peut dire que quand on parle de régulation ou de nécessité de régulation, de contrôle des opérations financières, ce serait une manière de limiter ces mondialistes, mais on peut aussi dire que peut-être que c'est toujours les mêmes qui, mettant davantage de réglementation, sont en train d'accélérer finalement le projet mondial. Parce que pour l'instant, personne ne parle de solutions ou de retour à des solutions nationales. On continue à donner des solutions qui sont des solutions mondiales, des solutions globales.